Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro de Fiction Aventure. Fiction Aventure, le podcast dédié à la création de fiction. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui concerne notamment la réalité du terrain quand on veut se lancer en autoproduction, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on a envie de faire des films par nous-mêmes parce que ça nous passionne, parce que on a des idées qu'on voudrait mettre en avant, parce que on a envie aussi de s'essayer à plusieurs activités. Donc ce podcast est destiné aux débutants, aux gens qui ont déjà débuté et voilà, qui souhaiteraient recevoir des conseils supplémentaires. Alors, par où commencer? Je vais me présenter, donc je suis Vincent-Pierre Levin, je suis le chef de projet de la web-série L'Alchimiste, petite web-série qui a eu son petit succès, qui a eu droit à un premier épisode reboot récemment. Je vous mettrai les liens dans la description. Mais bon, c'est un projet qui est en pause pour des raisons surtout géographiques. Voilà, parce que bon, j'ai déménagé, je vais pas épiloguer là-dessus. Mais voilà, je voudrais vous apporter un petit peu un retour d'expérience par l'intermédiaire que j'ai pu avoir sur ce projet, de façon à ce que les débutants ne fassent pas les mêmes erreurs que moi. De façon à aussi pouvoir donner des conseils pour que les débutants puissent bien démarrer. Pardon. Alors, la première question à se poser, c'est par où commencer et surtout, est-ce que c'est fait pour tout le monde? J'ai envie de dire oui, mais ça demande quand même certaines prédispositions au niveau du savoir-être. Je vais développer. Il faut que vous ayez en fait une certaine capacité à prévoir des imprévus, parce qu'un tournage ne se passe jamais comme prévu. Il faut que vous puissiez gérer des conflits parce que votre équipe va évoluer par le temps, que vous sachiez manager dans le sens où, par exemple, voilà, une personne qui s'est occupée du son n'était pas forcément efficace, mais pourrait être efficace dans un autre domaine, par exemple. Savoir, savoir dénicher, si vous voulez, les personnes et les assigner à une tâche qui serait vraiment en correspondance avec eux-mêmes. Et voilà, il faut aussi se dire que voilà, les premières productions sont jamais les meilleures. On est tous passés par là. On a tous fait des choses on a tous nos lots de production cringe, si je puis dire. Moi le premier. Hein, il y a certaines, moi il y a certains courts métrages bon, qui sont dans mes cartons que je n'ai jamais publiés parce que rien que d'y penser, j'ai les dents qui grincent. Voilà. Mais par contre, pour en revenir en fait à la web série, donc par où commencer? Eh ben, ne commencez pas par de la web série. Pourquoi? Alors c'est vrai que c'est bien parce que c'est un univers qui se développe au fur et à mesure, c'est quelque chose qu'on suit, c'est des acteurs à qui on donne de l'importance et qui font partie en fait qui finissent par faire partie un petit peu de notre quotidien. Mais ça, c'est le genre de projet que vous pourrez faire quand vous aurez déjà eu un peu plus de bouteilles. Je m'explique. Un projet de web série, c'est un engagement sur plusieurs années. 5, 10, 15, 20 ans. Parce qu'il faut garder contact avec les acteurs,
Il faut pas qu'il y ait des acteurs par exemple des acteurs principaux qui sont plus disponibles parce qu'ils déménagent trop loin. Voilà. Donc si j'ai un conseil à vous donner, ce serait de commencer par du court-métrage et même de commencer par du clip. Je vais préciser. En fait, quand on commence à se mettre là-dedans, qu'on commence à investir dans du matériel, on a tendance à investir énormément dans le matériel de prise de vue. Parce qu'on se dit, voilà, j'ai une caméra flambante qui va faire des super images en 4K avec un objectif qui déboîte. Mais la composante qu'on oublie et qui fait le film au final, c'est le son. Le son est très important. Et d'un point de vue personnel, c'est quelque chose qui m'a poursuivi même jusqu'à présent. Il vaut mieux avoir une vidéo avec un son propre, mais des images pas terribles, plutôt qu'une image flambante et un son pourri. L'un ou l'autre, privilégiez le son, parce que c'est par le son qu'on communique en premier, et ensuite par l'image. D'où la nécessité de faire des clips, parce que je sais que, voilà, normalement, idéalement, il y a 4 choses à avoir quand on veut se lancer là-dedans. C'est un boîtier, un objectif, un enregistreur et un micro. Donc étant donné que ce qui va être acheté en premier, c'est une caméra, donc forcément vous aurez peut-être pas forcément les moyens pour vous acheter le reste qui suit. D'où la nécessité de faire des clips, même avec de la musique que vous aimez et qui est pas forcément libre de droit. Ça vous fera travailler, ça vous donnera de l'expérience. Comme ça, quand vous serez prêt à faire du court-métrage pur et dur, vous serez déjà un peu plus averti. Vous aurez déjà une bonne appréhension de la caméra. Ce sera un souci en moins. Voilà. Donc pour commencer, franchement, ce que je vous conseille, alors après, il y a des gens qui commencent par du smartphone. Ce que je peux comprendre, c'est bien pour la réalisation. Si on veut développer la compétence réalisateur, c'est ce qu'il y a de bien. Après, si on veut être un peu plus exigeant, il faut prendre un boîtier, pas forcément un boîtier ultra onéreux, parce que par exemple, vous avez des petits Canon 1100D qui sont très bien, puis en plus qui coûtent pas cher. Vous prenez ça avec même un objectif argentique que vous mettrez sur votre boîtier avec une bague d'adaptation. Voilà, ça vous coûtera, on va dire 200 euros. 200 euros parce que voilà, c'est le 1100D, c'est un boîtier d'entrée de gamme. Les objectifs argentiques, c'est vieux, c'est pas trop cher, et puis en plus ça peut vous apporter une compétence supplémentaire, parce que vu qu'il n'y a pas de mise au point automatique, ça vous entraînera un petit peu pour faire la mise au point manuellement. Voilà, ça vous donnera un peu plus de pied à l'étrier, un peu plus de travail, pour ensuite, une fois que vous aurez ce qu'il faut pour pouvoir acheter du matériel son. Alors le matériel son, ce sera peut-être un peu plus cher. Faut compter le double en règle générale pour pouvoir avoir un bon micro, un bon enregistreur. Moi, ce que je peux vous conseiller, à la limite, achetez d'abord le micro avant l'enregistreur, parce que vous aurez toujours la possibilité de brancher directement votre micro à votre caméra, via des prises d'adaptation. Le seul inconvénient que vous aurez, c'est que vous aurez le bruit du moteur du boîtier en fond. C'est pas très grave, ça
peut se supprimer, au montage son. Donc voilà. Dans l'ordre, ce que je vous conseillerais de prendre, c'est le boîtier, l'objectif, le micro, et ensuite l'enregistreur. Après la perche, etc. Voilà. Ça se suivra. Donc voilà, commencez par du court métrage. Voilà. C'est faites-en continuellement de façon à pouvoir constituer votre équipe. Et en même temps, ça permettra aussi de déterminer qui est bon dans quoi. Parce qu'on a tous une sensibilité, des profils différents. Ensuite, d'un point de vue, j'ai envie de dire managérial, parce que quand on débute, il y a beaucoup de problèmes de communication au sein de l'équipe, dans le sens où, il y a, comme on dit, il y a toujours des oublis, etc. Alors, je voudrais revenir sur une chose. Ne vous lancez pas non plus dans des projets trop ambitieux. Non pas que l'ambition soit une mauvaise chose, au contraire. Il faut une ambition raisonnée, surtout quand on débute. Parce que quand on débute, on a des étoiles dans les yeux, on veut être le nouveau Spielberg, ça nous est tous arrivé. Et on veut faire le film de fou, avec des explosions, avec des lasers, des extraterrestres, des dinosaures, enfin plein de choses. Mais on oublie surtout de se dire comment je fais ça. Ce pourquoi je disais ne commencez pas par la web série, parce que la web série, même si vous en faites une où il n'y a pas forcément besoin de budget, etc., que c'est un truc qui se passe dans un monde contemporain, etc., vous aurez quand même une exigence supplémentaire qui sera un peu moins probante dans le court-métrage, notamment sur le plan managérial. Alors je vais parler d'un syndrome particulier, et je pense qu'on est tous passés par là. C'est ce que j'appelle le syndrome du dictateur. Alors c'est bien étrange comme appellation, mais en gros le syndrome du dictateur, c'est quand vous démarrez, que vous avez envie de faire quelque chose de bien qui vous motive, mais que par exemple vous n'arrivez pas trop à diriger une équipe. Vous prévoyez de faire quelque chose avec beaucoup de figurants, donc il y a du monde qui se dissipe. En fait, c'est surtout des problèmes liés à l'autodiscipline. Et forcément, vu qu'on n'a pas d'expérience, on va être frustré, on va s'énerver. Et voilà, on va tout prendre en main. On va se dire voilà, c'est moi qui gère le projet. Donc c'est moi qui commande, etc. Mais cela étant, plus vous allez évoluer, plus vous tournerez, plus vous sortirez de courts-métrages et de productions, quels qu'ils soient, plus ça va disparaître. Plus vous allez apprendre à déléguer, ce que je disais tout à l'heure. Vous allez apprendre à faire confiance. Vous allez dresser des bilans post-tournage pour dire ce qui va pas, là où on a été bon, là où on n'a été pas bon, de façon à pouvoir prévoir les prochains tournages dans de meilleures conditions, réorganiser un peu l'équipe, dire le preneur de son il a été un peu moyen, donc on va prendre quelqu'un d'autre, et celui qui a pris le son on le mettra au making of. Avec un smartphone c'est très bien, un making of au smartphone, surtout qu'en plus maintenant il y a des smartphones qui filment en 4K, en 8K, je sais plus trop. Tiens, en parlons-en. Pourquoi passer ensuite d'un smartphone à un boîtier ? Tout simplement, c'est une question de capteur.
Parce que dans votre smartphone, avec plein d'objectifs, etc., enfin de micro-objectifs, mais la problématique c'est que premièrement, le capteur est minuscule comparé à un capteur de réflexe. C'est un carré de feuille à petits carreaux au niveau de la taille, si ce n'est plus petit. Donc ce qui fait que même si vous avez une qualité d'image en 8K, on va dire, eh ben, l'intégralité des pixels seront complètement écrasés. Ce qui fait que, imaginez que vous mettez vos images sur votre écran de PC ou même sur votre télé, le résultat sera pas forcément celui que vous attendez. Alors l'image sera belle, sur le smartphone ce sera très joli, etc. Mais après sur grand écran, bon, il y a mieux. Alors en termes de savoir-être, ce que j'aimerais ajouter, je sais que c'est pas évident pour tout le monde, mais il faut apprendre aussi à recevoir la critique. C'est très important parce que ça va vous aider à vous améliorer. Parce que si vous restez imperméable à la critique, même si c'est des critiques de gens qui ont dit ouais mais moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais bon que derrière il a rien produit, bon c'est pas forcément bah tiens, entre collègues vidéastes c'est le plus probant. Et d'ailleurs c'est en règle générale c'est les meilleures critiques qu'on reçoit, même sur les points faibles, parce que quoi qu'on fasse, rien ne sera forcément parfait, il y aura toujours un problème. Et c'est ce genre de choses qu'il faut entendre. Il faut vraiment faire abstraction de l'inutile, mais de garder que l'utile. C'est vraiment important, surtout quand on est amateur. C'est vrai qu'on se fait beaucoup tailler, dire ah bah il y a ton acteur qui joue mal, ah le son il est moyen, etc. Très bien, très bien. Mais accueillez-le et essayez de le transformer en un conseil que vous vous donnerez à l'avenir. Parce que quelqu'un qui sait pas recevoir la critique, c'est quelqu'un qui ne s'améliorera jamais. Ou alors qui s'améliorera très très lentement. Il y a plein de gens qui se sont lancés et qui se sont offusqués dès la première critique. C'est malheureux à dire, mais c'est pas forcément le bon comportement à adopter. Et puis recevoir la critique aussi, c'est aussi éviter de se replier sur soi-même. Parce que dans cette optique-là, vous repliant sur vous-même, vous allez vouloir tout contrôler. Vous n'allez pas déléguer. Il n'y aura pas ce petit côté valeur ajoutée en fait que chacun apportera au produit final. Et malheureusement, le produit final sera très perfectible. Voilà, ce qui n'est pas le cas d'un produit où justement le producteur aura bien délégué, aura pris les idées des autres. Ça c'est important aussi. N'hésitez pas à prendre les idées des autres, notamment sur les questions de cadrage. Si vous n'êtes pas cadreur, discutez avec votre cadreur. Par exemple, vous avez prévu sur telle prise de faire tel plan. Le cadreur vous dira ah bah moi j'avais maintenant que tu m'en parles, j'ai telle idée. Je verrais bien un plan comme ça, ce serait pas trop mal, etc. Restez ouvert. Restez ouvert, quitte à faire les deux idées, et vous prendrez la meilleure, celle qui rendra le mieux à l'écran. Parce qu'encore une fois, trop de personnes sont beaucoup trop fermées dans leurs intentions, au niveau de la gestion de projet. Alors après, je sais que
Alors, sans non plus stigmatiser, je sais que le Var, bon, c'est quand même c'est quand même un département assez particulier avec des gens particuliers, notamment sur euh, voilà, c'est pas la région parisienne, c'est différent. Disons que ce que j'ai pu observer, c'est que en fait, dans le Var, on a vraiment envie de mettre des gros moyens, de faire des produits en fait avec une belle image, des beaux costumes et tout. Mais derrière, il y a des problèmes de son, il y a des problèmes de cadrage. Les acteurs, euh, comment dire, il y a des bons acteurs hein, dans le sud, hein. Je dis pas le contraire, hein. Mais la plupart du temps, ce sera un jeu qui sera très caricatural. En règle générale, qu'on s'oriente plus sur de la comédie, parce que ça aussi. La comédie, ça reste le type à privilégier quand on débute, parce que voilà, c'est un moyen de se lâcher, c'est un exutoire. Euh, je vais prendre pour exemple un petit court métrage que j'ai fait lors pour une colonie de vacances, une colonie de vacances séjour atelier cinéma. Voilà, pour pouvoir motiver les gamins, bah il faut quelque chose. En règle générale, bon, ils veulent faire de l'horreur, mais bon, le problème c'est que bah on n'a pas forcément les moyens. Donc on fait de l'absurde. On fait on fait Gilet jaune 2033 avec Macron 2. Alors je dis pas ça. Alors c'est très parodique, c'est très burlesque et les gamins se régalent. Voilà, n'ayez pas peur n'ayez pas peur du ridicule. Et vraiment je trouve que le la comédie et spécifiquement l'absurde, c'est vraiment des thématiques, enfin c'est plutôt des genres, parce que bon des thématiques c'est encore autre chose, mais c'est surtout je trouve que c'est un genre vraiment adapté aux débutants. Il y a vraiment moyen de faire des choses, de se marrer sur les tournages tout en restant sérieux, bien évidemment. Mais voilà, donc misez sur la comédie, misez sur l'absurde. Ne vous prenez pas trop au sérieux, restez vous-même. En tout cas, sur cette partie-là, c'est ce que j'ai à dire. Donc restez, restez réceptif à la critique. Ne la prenez pas mal. Voilà, ne soyez pas susceptible. Même si ça peut se comprendre parce que vous avez travaillé beaucoup sur votre court métrage, sur votre clip, que vous avez passé des heures devant la table de montage, que vous êtes épuisé sur le tournage, parce que chaque tournage est éprouvant, ça mais c'est une bonne fatigue. Quand on rentre de tournage, on est crevé, mais on est bien. Alors, on revient un petit peu sur le management. Alors, je suis désolé, hein, ce podcast est pratiquement improvisé. Voilà, parce que j'aime bien parler à chaud. Je trouve ça, je trouve ça plus plaisant que de lire un texte qui a été préécrit. Bref. Alors il y a une chose qui est très importante aussi. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est bien de le savoir. Dans votre projet, mettez-vous d'accord aussi sur ne mêlez pas votre projet au privé.
dans le sens, alors c'est pas un sujet que j'aime bien aborder, mais je vais faire très bref. En gros, il ne faut pas que votre vie privée et que la vie privée des personnes avec qui vous travaillez, en fait, n'impacte votre projet. Parce que combien de fois j'ai vu des équipes éclater à cause soit de personnes qui s'entendent pas, soit de couples qui se séparent, voilà, des problématiques comme ça. Voilà, ça, normalement, ça ne devrait pas influer sur le travail. Voilà, ça devrait rester de l'ordre du privé, trouver des solutions, discutez-en, surtout même en dehors de ça, discuter beaucoup parce que la communication c'est très important. Encore une fois, s'il y a quelque chose qui va pas, quelque chose que vous ne sentez pas, parlez-en. Parlez-en aux producteurs, parlez-en aux responsables, aux managers surtout. Et voilà. Alors, donc là, on a abordé donc les priorités d'un point de vue technique, le savoir-être, la réalité sur les tournages. On va essayer de voir un petit peu les outils qui pourraient être propices au bon déroulement de votre projet. Donc déjà, choisissez une plateforme de communication. Alors il y a 2 écoles. Il y a Discord et il y a les channels Messenger. Alors moi, j'ai un problème avec les channels Messenger, surtout quand je suis pas directeur d'une équipe, mais que je suis tout juste membre, parce qu'à côté aussi je donne des coups de main un petit peu par-ci par-là pour des productions dans le coin. J'ai du mal avec alors c'est un point de vue personnel, mais j'ai beaucoup de mal avec les channels Messenger. Pourquoi? Parce que bon, on n'est pas forcément je suis pas forcément alerte. Il y a qu'un seul défilement. C'est des fois bon, c'est des choses où on n'est pas forcément attentif. C'est pour ça quand même que je serai plus prompt à utiliser Discord, parce que Discord c'est organisé. Il y a les moyens de faire des réunions, ça c'est très important. Faites des réunions régulièrement, notamment sur les débriefs, post-tournage. Sur les débriefs post-tournage, faites des réunions. Faites des réunions aussi pré-tournage, pour vous organiser, quitte à faire des rappels ensuite dans les messageries. Ensuite, faites des checklists, checklist matériel, checklist costume, checklist acteurs et techniciens. Comme ça justement ça évitera les oublis. Parce que à chaque fois, si on s'organise pas comme il faut, il y a toujours un truc qu'on oublie, toujours. Ça m'est arrivé, ça vous arrivera. Après, suivant ce que c'est pas forcément une fatalité, ça peut pas obligatoirement plomber un tournage, il y a toujours de quoi se rattraper. Voilà, histoire que vous n'ayez pas déployé tous ces moyens pour rien. Alors je pense que je vais terminer là-dessus, et je pense que j'aurais peut-être dû commencer par ça. Enfin bon, bref, parce que alors certes, faire un film c'est bien, mais pour pouvoir aller tourner, pour pouvoir diriger son équipe, dire bon voilà, on va tourner ici, etc. Il faut déjà faire des documents. Alors ça, en règle générale, c'est ce qu'on fait avant de
C'est ce qu'on fait avant de partir, de partir en tournage. C'est-à-dire que on va créer donc les fameux scénarios. Donc si vous avez un concept, faites un synopsis, donc faites un résumé du début à la fin. Et je pense c'est ce qui, en faisant ça déjà, ça va vous aider à le développer. Dans le sens où ensuite vous allez le réécrire, mais comme si vous racontez le film à un ami à vous en fait. Comme quand vous savez, des fois on est allé, quand on était plus jeune, on allait au cinéma et des fois, quand on allait voir les amis, on disait: «Ah bah, j'ai vu ce film, il est trop bien et tout, ça commence comme ça, il se passe ça, il se passe ci, il se passe tout ça». Et ben là, vous faites la même chose, du début à la fin. Vous faites une description complète de votre film, un peu plus détaillée, ce qui vous amènera par la suite à l'écriture des dialogues. Si bien évidemment dialogue il y a, parce que vous avez toujours la possibilité, bon c'est pas, je sais que c'est plus très courant en ce moment, mais vous avez toujours la possibilité de faire du film muet, en insistant sur vraiment sur les valeurs de plan caméra, sur la musique. Donc vous allez créer les dialogues. Et à partir de ça, vous allez pouvoir en fait aboutir à ce qu'on appelle un découpage technique. Donc c'est le découpage technique, c'est quelque chose que vous devriez faire avec votre cadreur. Parce que c'est là où justement vous allez avoir des confrontations d'idées. Des confrontations d'idées qui pourront aboutir sur des idées nouvelles, qui pourront enrichir votre produit final en termes de qualité. Donc en règle générale, le découpage technique, il y a un premier jet qui se fait, qui se fait en solo pour pouvoir donner déjà une première idée de ce qu'on veut avoir à l'écran. Et à la suite de ça, on essaie de se réunir avec notre ou nos cadreurs. Dans 5 ans, quand vous aurez déjà une première unité de tournage et que vous commencerez à investir dans une seconde unité de tournage pour pouvoir être plus efficace en termes de temps, là oui, vous aurez un second cadreur. Mais voilà, vous réunissez avec votre ou vos cadreurs pour pouvoir confronter vos idées. Alors en confrontation, je parle pas de mise en opposition, mais vraiment de valeur ajoutée. Voilà. Et une fois que tout cela est fait, vous pourrez commencer à distribuer au texte aux acteurs concernés. Et vous pourrez commencer à organiser vos tournages. Pas forcément tout le monde y pense, mais tourner en fonction des lieux. Je précise. Si vous avez plusieurs scènes qui se passent dans un même lieu, qui sont présents dans différentes temporalités de votre court-métrage, c'est-à-dire que par exemple vous allez retrouver une première séquence en introduction dans cet endroit-là et vous allez retrouver une autre séquence qui est tournée dans ce même lieu mais à un autre moment du film, genre par exemple 10 minutes plus tard, eh bien vous allez tourner ces deux séquences en même temps. Comme ça va vous faire gagner du temps. Une fois que votre tournage est terminé, vous allez dresser un premier bilan de ce qui s'est passé, de ce qui s'est, comme je disais tout à l'heure, le bon et le moins bon. Vous allez vous réorganiser, vous allez affiner
votre technique et votre organisation, de façon à ce que les prochains tournages puissent se dérouler en bonne et due forme. Une fois le tournage terminé, on va passer à la dernière étape qui est l'étape de post-production. Donc la post-production, ça comprend donc le montage, les FX, la conception de la 3D s'il y en a, mais bon, vous commencez pas à vous lancer là-dedans. Enfin, si vous n'avez pas d'expérience dans le milieu des FX, n'en abusez pas trop, parce que c'est un coup aussi à décrédibiliser votre court-métrage. Voilà. Le montage, la colorimétrie, l'habillage. Et enfin, le montage son. On va mettre la musique, on va essayer de mixer un petit peu les enregistrements des acteurs de façon à ce que le son soit plus intelligible. Avant de publier, moi je vous encourage justement à montrer le résultat à votre équipe. Même si c'est votre bébé, un avis, un conseil, une petite suggestion pour fignoler pour fignoler vraiment la perfectibilité de votre métrage, ça n'est pas de trop. Voilà. Il vaut mieux avoir trop d'avis que pas assez. Puis surtout, voilà, ce sera aussi un gage de confiance aussi à votre équipe. Parce qu'il faut savoir aussi que vous n'êtes pas seul à travailler, vous êtes toute une équipe. Et en règle générale, voilà, c'est ce qu'on fait. Voilà, une petite avant-première, avant-diffusion. Alors je voudrais revenir à un dernier point au niveau du savoir-être. Vraiment, ne vous lancez pas dans ce genre de projet. Alors je sais, c'est très cliché ce que je vais dire. Ne faites pas de la vidéo, du cinéma, de la web série pour être connu. Faut arrêter avec ça. Si vous faites ça, c'est en premier lieu, c'est parce que ça vous passionne, c'est parce que vous avez envie de vous dépasser, c'est que vous avez envie d'arriver à faire certaines performances et à partager vraiment ce que vous aimez au plus profond de vous aux autres. Ne faites pas du cinéma, de la web-série pour être connu, parce que vous allez vous manger. Et d'ailleurs, les gens qui sont dans cette optique-là, ça se ressent à leur travail et à la façon de fonctionner. C'est-à-dire que c'est en règle générale, c'est des personnes qui ne passent pas le syndrome du dictateur. Alors après, ça peut pas enlever le fait que ce sont des personnes sympathiques, mais en gros, le résultat final sera toujours brouillon. Il y aura une fâcheuse tendance à la personne en question de vouloir tout faire tout seul, à ne rien déléguer, à faire des montages bâclés, à ne pas avoir le souci du détail. Le vrai passionné, il a vraiment le souci du détail, parce qu'en plus maintenant, en ce moment, on a des logiciels accessibles où on peut vraiment faire les coupures à l'image près. D'ailleurs, en parlant de logiciels de montage, si vous voulez pas trop vous décarcasser à essayer de craquer une suite Adobe, parce que tout le monde l'a fait, et parce qu'on n'a pas forcément les moyens de s'en payer une solution gratuite et open source, en tout cas pour débuter, vous avez en premier lieu KDE NLive, donc KDE NLive, comme ça se prononce, cherchez-le sur Google, vous allez trouver. Et après, si vous commencez à avoir un peu plus d'expérience
et que vous avez envie d'être un peu plus méticuleux, de toucher un petit peu plus à la colorimétrie, à ce moment-là, pour plus de professionnalisme, je vous conseille DaVinci Resolve. Mais par contre, je vous mets en garde, ce logiciel est une usine à gaz. Même moi, en tant qu'utilisateur régulier d'Adobe Premiere, j'ai eu énormément de mal à m'y mettre. Bon, maintenant, j'arrive plus ou moins à l'appréhender, mais vu que... alors bon, je vais parler un peu jargon technique, mais je suis passé d'un Canon EOS 7D qui avait plus de 10 ans à une Blackmagic Pocket 6K, donc une caméra cinéma avec des prises de vue en qualité RAW, etc. Donc effectivement, je me suis mis à pratiquer le logiciel qui était le plus compatible avec ce style de caméra, parce que alors oui, c'est bel et bien une caméra, même si elle a une plastique d'appareil photo, c'est une caméra. Il n'y a pas de déclencheur, et c'est un capteur au format pellicule. Je vais pas vous embêter avec ça. Voilà, cela étant dit, je pense un peu avoir fait un petit tour d'horizon. Alors je sais que c'est peut-être pas forcément la meilleure des manières d'aborder la chose, mais j'ai tenu à le faire comme ça. Parce que voilà, ça me tenait à cœur, j'avais pas envie de faire quelque chose de très scolaire. Je voulais vraiment faire quelque chose voilà, sur la spontanéité. Voilà, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre, ou même si le concept vous plaît, bah, je ferai une espèce de FAQ directement en audio. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter et à partager. Je m'excuse par avance, voilà, pour ma lenteur, pour mes bafouillements, c'est tout nouveau pour moi. Et voilà, si vous avez entendu un peu gratter par-ci par-là derrière, enfin je verrai pour enlever ça au mixage. Bon, c'est parce que j'ai des petits animaux chez moi, donc bon, ça bouge, ça griffe sur le parquet, donc voilà, il y a des petits bruits derrière. Voilà, bah écoutez, sur ce, fin à ce podcast, et je vous dis à très bientôt pour le prochain numéro de Fiction Aventure.